tenu de la faiblesse des systèmes de santé dans les pays à faible revenu, puisque la prise en charge ne se fait pas comme il le faut. Et donc, il y a vraiment une faille au niveau du système de santé pour la prise en charge de tels cas. D'où la nécessité d'une action internationale coordonnée pour renverser la tendance et mettre un terme à la propagation internationale de cette maladie. Alors, toujours pour cette réunion, quelle est sa position quant aux mesures de lutte et de prévention? Déjà, par rapport à la transmission, quelle est sa position? Donc, il a conclu que la transmission de la maladie à virus Ebola au cours des voyages aériens reste faible. Elle reste faible, tout simplement parce que le virus ne se transmet que par contact direct avec du sang ou des liquides biologiques de la personne malade. Donc, pas des voyages aériens, donc finalement, ne constitue pas un véritable risque de transmission. Et que l'état d'un malade d'Ebola est tel qu'il ne peut pas voyager. Donc, en général, a priori, si le sujet est malade, il ne peut pas voyager, donc il ne constitue pas vraiment une source de transmission. Il ne peut pas voyager. Il n'est pas source de transmission, sauf à sa place, sauf là où il est. Et donc, l'OMS, conclusion, l'OMS ne recommande donc pas d'interdire les voyages à destination et en provenance des pays touchés. Par ailleurs, l'OMS recommande d'informer bien évidemment les citoyens qui ont séjourné dans des zones touchées sur les symptômes de l'infection. Il recommande que les cliniciens qui gèrent les voyageurs revenant des zones touchées et présentant des symptômes compatibles de prendre en considération la possibilité de maladie à virus Ebola et donc de renforcer la surveillance, y compris les maladies qui sont semblables à la maladie Ebola. À chaque fois qu'il y a un symptôme douteux, qui fait probablement rappeler la maladie Ebola, il faut faire la surveillance jusqu'au bout. Et donc, par contre, il n'a pas mis de restriction de voyage de commerce internationaux et il a recommandé de poursuivre toutes les actions de préparation nationale. Toujours par rapport à la prévention et à la lutte contre cette maladie, les messages sur la réduction des risques concernent les facteurs suivants. D'abord, la réduction du risque de transmission entre les animaux sauvages et l'homme. Bien évidemment, il faut limiter tout contact avec les animaux, surtout suspects, et limiter la consommation ou bien au moins contrôler la consommation des viandes des animaux suspects. Bien sûr, ne serait bien sûr consommé qu'après une cuisson correcte et soigneuse. D'autres facteurs, la réduction du risque de transmission interhumaine, donc limiter le contact avec les personnes infectées. Sinon, si on est obligé de rendre visite à une personne ou de prendre en charge une personne qui est infectée, il faut bien sûr mettre des gants, il faut mettre des vêtements de protection appropriés et entreprendre toutes les mesures de protection recommandées. Et puis, bien sûr, pour maîtriser la flambée, il y a des mesures d'endiguement de la flambée, notamment pour tout ce qui est enterrement, l'inhumation rapide et sans risque des défunts. Il faut identifier les cas susceptibles d'avoir été en contact avec une personne infectée par le virus Ebola. Il faut un suivi de l'état de santé des contacts pendant 21 jours. Il ne suffit pas de contrôler leur état de santé quand ils arrivent, par exemple, au point d'entrée au Maroc, si je parle du Maroc, mais il faut faire un suivi jusqu'à 21 jours, compte tenu de la période d'incubation qui peut aller jusqu'à 21 jours. Et il faut bien sûr un isolement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la séparation des sujets sains et des sujets malades en vue bien sûr de prévenir la propagation. Il faut une bonne hygiène et il faut maintenir un environnement propre. Toujours la prévention, là c'est juste Donc après le décès, le virus il est contagieux dans les fluides pendant plusieurs jours, jusqu'à 21 jours. Donc il faut faire très très attention. C'est pas parce qu'il est enterré qu'on peut aller le visiter et on est épargné. Donc il faut faire très attention, il est toujours contagieux. Il faut l'enterrer avec extrême prudence. Ça veut dire quoi extrême prudence? Ça veut dire tout simplement il faut prendre des mesures nécessaires lors de la manutention et du transport. Il faut mettre des vêtements de protection. Il faut mettre le corps dans un sachet de corps et de cercueil. Il faut assainir tous les équipements avant et après enterrement. Et puis bien sûr, il faut faire très attention dans les pratiques culturelles et des croyances religieuses. Notamment, il faut revoir ces croyances religieuses. Et à la fin, toujours par rapport au décès, il faut insérer tous les déchets par rapport qui relèvent à l'enterrement de ce patient. Alors, je parlais un peu, j'ai donné quel est le risque pour répondre à cette question qui reste quand même, qui n'est pas facile, c'est une question assez difficile. Pour y répondre, il faut d'abord voir les risques d'introduction du virus au territoire national. Il faut le voir. Et donc, quand on regarde un peu quels sont les points d'entrée dans le territoire national, on n'en a pas une infinité. Il y a globalement, grosso modo, il y a 3.
Donc il y a finalement 3 risques d'introduction. D'abord via le transport aérien, et donc vous savez que les vols entre Casablanca et Conakry en Guinée, entre Casablanca et Freetown en Libéria, et entre Casablanca et Monrovia à Sierra Leone sont maintenus. À titre indicatif, tout simplement. Par exemple, entre la période 8 avril et 16 août 2014, il y avait 118 vols, avec 11 245 passagers, dont 8 733 transitaires et 2 438 entrants au Maroc, donc susceptibles de ramener le virus au Maroc. Une deuxième voie ou un deuxième risque d'entrée ou d'administration d'introduction du virus au Maroc, c'est le point d'entrée terrestre de Gargarat. C'est dans la région d'Ausert, qui est à près de 340 km de la frontière de Dakhla. Là aussi, à titre indicatif, on recense entre 300 à 600 entrants et sortants par jour dans cette entrée-là. 300 à 600, donc 40% entrants, ça veut dire susceptible de ramener le virus à l'intérieur du Maroc. Une troisième voie d'entrée, c'est bien sûr les navires, et là, c'est l'arrivée des navires, et là, on a 3 types de navires. Il y a les navires à conteneurs qui sont représentés essentiellement par le port Tanger-Med, et là, ce sont des navires sous la responsabilité de grandes entreprises internationales qui généralement maîtrisent la situation et qui interdisent à leur équipage de transiter ou d'aller visiter des pays à risque. Deuxième type de navire, ce sont les navires pour le transport du phosphate, et généralement il n'y a pas de risque ici, puisque les équipages, généralement, c'est des équipages de l'Ukraine, Philippines, Roumanie, Russie, Turquie, qui, jusqu'à le jour d'aujourd'hui, n'ont pas été déclarés comme étant des pays à risque. Troisième type, par contre, ce sont les chalutiers de pêche frigorifique, représentés essentiellement par les ports d'Agadir et Dakhla. Et donc là, ces ports-là épuisent leurs poissons dans une zone de pêche qui est en face de la côte de la Guinée, et donc ça reste quand même une zone à risque. Voilà donc les 3 grands points d'entrée et donc les 3 grands risques d'introduction du virus au Maroc. Et donc, au vu de tous ces points-là, on peut dire que les risques, à votre avis, faibles ou grands? Faible ou grand? Il est faible, tout simplement. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'OMS a décidé qu'il n'y a pas de risque via les vols aériens et que le malade, il est tel qu'il ne peut pas voyager. Donc, le risque, il est faible. Alors, face à cette situation quand même, par contre, par rapport au risque bien qu'il est faible, il faut quand même prendre les mesures nécessaires pour ne pas faire entrer l'épidémie au Maroc. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le ministère de la Santé en collaboration avec les partenaires, notamment d'autres collaborateurs, l'Organisation mondiale de la santé? Il a bien sûr élaboré un plan appelé le Plan national de veille et de préparation à la riposte contre la maladie à virus Ebola. Et donc, en quoi consiste ce plan? Donc, ce plan, il a axé autour de 4 axes principaux. Donc, le premier axe, c'est la prévention de l'introduction du virus dans le territoire marocain. Le deuxième axe, ça concerne la mise en place d'un dispositif de veille. Et dans le troisième axe, c'est le dispositif de diagnostic et de prise en charge. Enfin, le quatrième axe, c'est tout ce qui concerne le pilotage, la coordination et la communication. Donc, en ce qui concerne le premier axe, rapidement, je vais rappeler juste quelques éléments de chacun de ces axes. Pour le premier axe, donc pour prévenir l'introduction du virus dans le par qui? Par l'autorité sanitaire des pays qui sont à risque. Ça, c'est pour le départ de ces gens de leur pays d'origine. Un deuxième contrôle qui se fait au niveau de l'aéroport, les aéroports, les ports et les points frontières terrestres par l'autorité sanitaire marocaine. Toujours c'est le même contrôle de l'état sanitaire et de la température, bien sûr. Une autre chose, il n'y a pas que l'autorité sanitaire qui est impliquée dans ce processus de contrôle, il y a aussi l'équipage de la RAM, de la Royal Air Maroc, qui sont maintenant formés. Il y a les gens de la RAM qui sont formés et qui aident l'autorité sanitaire pour faire ce contrôle, pour justement prévenir l'introduction du virus dans le territoire. Le deuxième axe concerne les mesures de veille visant la détection précoce des cas suspects. Et donc, pour ce faire, il y a ce qu'on appelle la surveillance de l'état de santé des passagers à bord par les membres de l'équipage.
Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les passagers? Tous les passagers, normalement, on contrôle leur température, leur état de santé. Mieux que ça, qu'est-ce qu'on fait? On distribue un auto-questionnaire qu'ils remplissent normalement. Pourquoi? Pour relever toutes les informations concernant leur état de santé, une, et deux, pour relever l'information concernant leurs coordonnées, pour, si jamais il s'agit d'un cas suspect, on peut le suivre par la suite et faire des contrôles réguliers, quotidiens, journaliers, jusqu'à 21 jours après l'arrivée au territoire marocain. Et puis, un deuxième point, l'élévation du niveau de veille et de vigilance sanitaire au niveau des différents points d'entrée nationaux. Il y a la surveillance active de l'état de santé, c'est ce que je viens d'expliquer. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de contrôler l'état de santé à l'arrivée des points d'entrée au Maroc, mais aussi on fait un suivi jusqu'à 21 jours après leur arrivée à domicile ou à l'hôpital, où chacun est un cas particulier, on les traite à part. Et un quatrième point qui est très important, c'est la sensibilisation et l'information des professionnels de soins pour être en mesure de détecter à temps d'éventuels cas suspects. Dans tous les hôpitaux, théoriquement tous les hôpitaux provinciaux, les centres de santé, tous les professionnels de santé doivent être sensibilisés et formés pour une meilleure détection et au moment opportun de l'infection. Le troisième axe qui concernait l'instauration du dispositif de prise en charge et du diagnostic. En quoi consiste cette mesure? En fait, elle consiste à la mise en place des moyens pour le transport sécurisé des patients, en particulier les ambulances du ministère de la Santé et de la Protection civile maintenant, ils sont à la disposition des professionnels à chaque fois qu'il y a un cas suspect pour le transport, bien sûr, dans les unités qui sont dédiées. Ce sont des unités d'isolement et de prise en charge de cas suspects qui ont été mis en place spécialement pour cet effet, dont le centre référent est représenté par le CHR, le centre hospitalier régional, Moulay de Casablanca, et un autre à Darla. À côté de ça, bien sûr, il y a la formation et la préparation des équipes aux soins dans ces unités-là, bien sûr. Et puis, quatrième point, c'est la préparation du laboratoire de virologie à l'Institut Pasteur. Donc, qui dit préparation du laboratoire de virologie dans les normes et qui permet de faire le diagnostic par la technique PCR et qui sera capable de donner le résultat dans les 3 à 4 heures qui suivent. Le dernier axe concernant ce plan de riposte, c'est la communication et la sensibilisation sur le risque. Et là, c'est l'information bien sûr de l'opinion publique sur la situation épidémique de la maladie et sur le dispositif lui-même. Donc il y a toute une campagne d'information, de sensibilisation, non seulement des professionnels de santé, mais aussi de toute la population. Il y a les conseils aux voyageurs à destination ou en provenance des pays touchés. Il y a la mise en place d'une page web dédiée à la maladie du qui n'est pas encore fonctionnelle, je l'ai vérifié, n'est pas encore fonctionnelle, ça figure dans le plan, mais ce n'est pas encore fonctionnel. Et puis, il y a la mise en place au niveau de la direction d'épidémiologie et de lutte contre les maladies d'un numéro vert, qui est celui-là si vous voulez le noter, pour répondre à tout questionnement concernant la maladie Ebola, le plan de riposte, les voyages vers les pays touchés, etc. etc. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu de la... J'espère avoir fait le tour de la question concernant la situation épidémiologique. Donc en conclusion, je peux dire que bien que le risque au niveau du Maroc, au moins, il est faible, mais il est réel, ça peut exister, il est réel, et que la veille et la vigilance au Maroc, depuis le début de l'alerte par l'OMS en fin mars 2004, a été instaurée, et ça doit être renforcé, et ça doit continuer pour justement prévenir l'entrée de la maladie au Maroc, et donc ça doit être renforcé. Et enfin, la détection précoce et l'isolement des patients confirmés est le pilier justement pour arrêter la propagation de l'épidémie, non seulement à l'échelle nationale, bon, on n'en a pas pour le moment, mais surtout à l'échelle internationale. Voilà, je vous remercie. Nous vous remercions, professeur Binali Bayer. À vous, professeur. L'association est actuelle de m'avoir invité à présenter le côté virologique du virus Ebola. Donc je vais parler un petit peu de la physiopathogénie et du diagnostic de l'infection au virus Ebola. Alors, avant de commencer, je ferai un petit rappel parce que je crois que ça va vous intéresser. Alors, le virus Ebola, au fait, il a été découvert en 1976, en septembre 1976, par un jeune médecin belge qui est Peter Piot, qui avait à l'époque 26 ans. Et
qui a reçu le sang d'une sœur missionnaire qui était en mission bien sûr à Kinshasa et qui est décédée. Alors quand il a reçu le sang, il a fait bien sûr une observation de ce sang au microscope électronique et il a découvert que il s'agissait de ce qu'il a décrit à l'époque de vers géants. Donc, le ver géant, donc, comme il n'avait pas Google, il avait fait une recherche bibliographique dans des bouquins bien sûr, et il a vu que ce ver, il ressemble au virus Marburg qui était connu à l'époque. Donc on ne connaissait pas encore Ebola. Donc ensuite, ce jeune médecin, il a décidé de partir en mission vers Kinshasa, malgré que ses supérieurs lui disaient que ça ne sert à rien de s'intéresser à la pathologie infectieuse. Donc il a fait sa mission, donc il est parti à Kinshasa et il a commencé à se poser des questions. Alors les premières questions qui se posaient, ils étaient liées au mode de transmission. Ils ne savaient pas comment le virus se transmettait, plutôt ce ver géant, comment il se transmettait. Alors est-ce qu'il s'agit d'une transmission d'individu à individu, liée à un vecteur, un moustique, ou liée à une transmission par un autre animal? Alors donc, la première des choses, c'était l'interrogatoire des villageois de Yamboku et des villages environnants sur comment les personnes, ou qu'a fait les personnes qui ont été infectées avant bien sûr d'être infectées. Donc, surtout les femmes, et qu'il était lié à la reproduction. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on a remarqué que plusieurs femmes ont été touchées et il s'est avéré après que c'était lié à l'utilisation de la même seringue pour plusieurs femmes lors de contrôles gynécologiques. Alors ensuite, ils ont vite découvert le mode de transmission lorsque un ensemble de personnes qui ont participé à des rites funéraires ont été infectées. Alors la personne décédée avait bien sûr le virus Ebola avec tous les signes cliniques apparentés. Et là, on a donné le nom du virus Marburg au fait, et il appartient à la famille des Filoviridae qui comporte 3 genres, donc le professeur Razi en a parlé, et on compte jusqu'au jour d'aujourd'hui 5 espèces, notamment l'espèce Zaïre, Bundibugyo, Soudan, Restant et Taille Forest. Alors les espèces Zaïre, Bundibugyo et Soudan, ce sont les espèces qui ont donné les différentes épidémies qu'on a remarquées et qui sont les plus... l'espèce Zaïre, c'est la plus pathogène parce qu'elle provoque plus de 90% de décès. Alors ces espèces, au fait, quand on remarque l'arbre phylogénétique, ces espèces ont des dates différentes. Donc la première, c'est la souche Zaïre, qui a été découverte bien sûr en 1976. Ensuite, la souche Reston, qui est très peu pathogène. On a peut-être découvert un seul cas d'infection par le Reston aux États-Unis. La souche, ensuite vient la souche Côte d'Ivoire, donc on a découvert en 1994. Et ensuite, la souche Soudan, et enfin, Bundibugyo, qui a été découvert en 2007. Alors, le virus africain tueur, c'est-à-dire le virus Ebola, il présente une morphologie en filament, donc c'est une structure filamenteuse, dont la taille varie suivant les espèces, elle varie de 800 nanomètres à 1400 nanomètres, et qui se présente sous forme, qui est en hélice, et qui est entourée d'une nucléocapside, donc le tout est entouré d'une enveloppe, et entre l'enveloppe et la capside, on trouve une matrice. Alors l'enveloppe, elle porte une glycoprotéine du surface. Alors cette glycoprotéine, ce sont des spicules qui ressemblent au fait à la glycoprotéine du virus HIV. Alors le génome, donc je reviens au génome. Le génome est un acide nucléique de 19 kilobases et qui comporte en fait 7 gènes, donc des gènes qui vont être traduits en protéines structuraux et en protéines non structuraux. Alors les gènes qui sont associés à la nucléocapside sont les gènes marqués en rouge, et les gènes marqués en mauve, ce sont les gènes qui sont associés, soit c'est-à-dire qui vont
être traduit en protéines, soit de la matrice, soit de l'enveloppe. Alors, donc, en général, le virus, il compte 3 protéines structuraux. Alors, ces protéines structuraux, au fait, ils ont non uniquement un rôle dans la structure, mais d'autres rôles, on leur attribue d'autres rôles. Alors, la protéine N, c'est pour la polymérase, pour l'ARN polymérase. N, c'est la protéine majeure de la capside. VP30, c'est un activateur de la transcription. Le VP35, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est un cofacteur de la polymérase et c'est un antagoniste de l'interféron 1. Donc on va voir sa fonction après. À côté de ces protéines associées à la capside, on a des protéines associées à la matrice, c'est pas matrice, ou à l'enveloppe. Donc matrix en anglais. Alors la VP24, c'est une protéine de la matrix. Elle a un probable rôle dans la décapsidation, donc elle joue un rôle important dans la décapsidation. Elle est nécessaire à la formation de la nucléocapside et elle va jouer un rôle important dans la suppression de l'expression de l'interféron. La protéine VP40, vous voyez que là, entre l'enveloppe et la capside, on a la matrix. Elle va permettre, donc la matrice composée de la VP40, la VP40, elle va permettre le maintien de la structure du virus et elle va jouer un rôle important dans l'assemblage et la libération des nouveaux virions. Alors, à côté de ces protéines, on a la glycoprotéine qui est très importante. La glycoprotéine, donc, ce sont les spécules qu'on voit ici à l'extérieur de l'enveloppe. Alors, ce sont des spécules formées par un complexe GP1, GP2. C'est une association de 2 glycoprotéines. Alors, et c'est une association en trimère. Alors, ces glycoprotéines, ils vont permettre, donc ils ont un rôle dans la structure, le maintien de la structure et la liaison aux récepteurs cellulaires et ils ont aussi, c'est-à-dire, ce sont ces glycoprotéines qui vont se fixer sur les récepteurs cellulaires pour permettre au virus de pénétrer dans la cellule hôte. Et elle joue aussi un rôle dans la fusion. Alors cette glycoprotéine, mis à part ce rôle d'attachement, elle est impliquée dans la pathogénicité et elle va jouer un rôle très important dans la pathogénicité. Elle permet d'induire le détachement des cellules de leur matrice. Elle a un effet cytotoxique sur les cellules endothéliales. Elle augmente la perméabilité membranaire et elle a un rôle dans l'échappement au système immunitaire. Alors, à côté de cette glycoprotéine, on avait vu les 7 protéines structuraux. À côté de ces protéines, on a une protéine non structurale et qui est aussi une glycoprotéine soluble. Donc c'est un oligomère qui va inhiber l'activation précoce des neutrophiles et qui va jouer un rôle important dans l'échappement au système immunitaire, c'est-à-dire qu'il va absorber les anticorps neutralisants. Donc notre système il va produire des anticorps pour se défendre. La glycoprotéine S, elle va se fixer sur ces anticorps pour les empêcher de neutraliser le virus. Alors, les modes de transmission du virus Ebola, donc comme le professeur Mrazi l'a présenté, on soupçonne au fait les chauves-souris frugivores qui vont infecter directement l'homme, comme ils peuvent infecter le chimpanzé, ce dernier peut infecter l'homme. Alors comment il peut infecter l'homme? Généralement dans les pays où on assiste à des épidémies, le chimpanzé, donc il est très fréquent, on retrouve un chimpanzé mort et les gens manipulent le chimpanzé décédé. S'il est infecté, bien sûr, il va les infecter. Comme on peut avoir une transmission interhumaine, c'est-à-dire d'homme à homme, à travers les liquides, à travers tous les liquides biologiques. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, la transmission, qui peut transmettre l'infection, c'est-à-dire, je parle de la transmission interhumaine, la transmission ne peut se faire qu'à partir d'un sujet symptomatique. Donc, seul le sujet symptomatique est contagieux et parce qu'il présente le virus dans le sang, dans le liquide biologique, y compris le sperme et le lait maternel.
Et comme a dit le professeur Marati, le sperme, il reste contagieux. Alors juste, facteur favorisant, ça, on a vu qu'il y a des pays qui présentent un taux important d'infection, et ce n'est pas une défaillance. Au fait, pourquoi on voit qu'il y a une centaine de gens qui sont infectés par an, ce n'est pas uniquement lié à la défaillance du système de santé, mais aussi c'est lié aux croyances populaires au fait. Parce que les gens dans ces régions-là, notamment au Congo, ils n'admettent pas que c'est une infection qui est liée à un virus, mais ils croient qu'il s'agit d'un mauvais sort, ou peut-être c'est une infection, enfin c'est une maladie qui est liée à une origine des villes, un sort jeté par un sorcier, un jaloux, etc. Et donc, les gens ne consultent pas, les gens ils sont rejetés par la société. Au Congo, il y a de nouvelles églises qui sont fondées sur le modèle d'un cabinet médical par un guérisseur prophète. Alors ce guérisseur, il va proposer des traitements à base de plantes et il va faire de l'exorcisme pour chasser les mauvais esprits, pour chasser les démons. Et je crois que c'est quelque chose qui va permettre d'accentuer la transmission de l'infection dans ces régions-là. Donc ce n'est pas uniquement une défaillance du système de santé, mais c'est aussi lié aux croyances populaires. Alors je passe à la physiopathogénie. Alors ce virus, il va pénétrer dans l'organisme, comme on avait dit, par les surfaces muqueuses ou la peau lésée. À travers, bien sûr, l'infection, elle va se faire par contact direct avec le sang et les fluides corporels. On ne connaît pas de transmission aérienne. La seule espèce qui peut être transmise par voie aérienne, c'est l'espèce Reston. Mais les autres espèces, les 4 autres espèces, et on a vu que Reston, elle n'est pas très infectieuse. Et les autres espèces, elles ne peuvent être transmises que par contact direct. Alors, la caractéristique de ce virus, c'est que c'est un virus pantropique, c'est-à-dire il peut toucher plusieurs cellules, il peut pénétrer dans plusieurs types de cellules. On sait que pour qu'un virus se multiplie, la cellule, elle doit être sensible et elle doit être sensible au virus. Et donc, on va voir que plusieurs types de cellules sont sensibles à ce virus. Alors, ce virus, donc, pendant la période d'incubation, qui est en moyenne de 8 à 10 jours, on décrit entre 2 à 21 jours, mais elle est en moyenne de 8 à 10 jours, le virus, il va se multiplier dans pas mal de cellules, notamment plusieurs structures au niveau de ces cellules, et qui vont lui permettre de s'y attacher, notamment les macrophages et les monocytes. Alors, donc, le fait que ce virus reconnaît plusieurs cellules, il peut s'y introduire et s'y multiplier. Donc, deuxième étape, c'est la pénétration du virus. Donc, une fois attaché, il va pénétrer dans la cellule hôte. Alors, ce mécanisme, alors tout ce que je vais vous dire maintenant, ce sont des expériences qui ont été faites sur des animaux. On ne connaît pas, c'est-à-dire on ne manipule pas, ce sont juste des expériences faites sur l'animal, parce que pour manipuler le virus, qui est un virus classé dans le groupe 4, à risque, et donc c'est difficile de travailler dans des conditions, c'est-à-dire chez l'homme. Donc on travaille chez l'animal au plus in vitro, d'accord? Donc la pénétration du virus dans la cellule hôte se fait donc après association de la glycoprotéine aux différents récepteurs, on va avoir un phénomène, le virus il va pénétrer par un phénomène d'endocytose, et un type particulier d'endocytose qui est la macropinocytose, c'est-à-dire qu'on va avoir une extension de la membrane, une extension externe de la membrane cellulaire liée à la polymérisation de l'actine. Et donc, c'est comme si la cellule, elle va boire, elle va faire rentrer le virus, c'est un mécanisme par lequel la cellule, elle boit. Et donc, le virus, il va pénétrer par macropinocytose. Alors, après pénétration du virus, cette vésicule, elle va migrer jusqu'à un endroit où le pH est adéquat pour la fusion. Donc il lui faut un faible pH, jusqu'à ce qu'elle trouve un faible pH pour qu'il y ait fusion de la membrane, bien sûr, de la cellule, c'est-à-dire la membrane cellulaire, et de l'endosome et
l'enveloppe du virus. Donc ensuite, il va y avoir cette fusion, donc dans un pH ferme. Après la fusion, il va y avoir